vont enrichir le débat. Sinon, comme on le dit, les lois sont là, on peut lire, mais tout le monde ne peut pas comprendre. Et aujourd'hui, elle est là pour répondre à nos questions, les situations qui se présentent à nous, hommes, femmes, enfants. Donc, on va ouvrir des listes pour les questions. Voilà. Au nom de nous, je voudrais que la présidente explique mieux la loi sur le nouveau régime de mariage. Je m'explique. Sachant que le mariage est un contrat, pourquoi encore adopter contracter un nouveau contrat pour aller au mariage? Merci. Merci à Kouali. Merci également à l'ONG Vie qui organise cette conférence. Alors, ma préoccupation, c'est concernant l'héritage, la succession, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, j'aimerais souligner un peu aussi la succession aussi dans les familles recomposées. Comment est-ce que ça se passe? C'est un peu ma préoccupation. Ma préoccupation concerne le nom de la femme mariée. Les anciennes lois disaient qu'en aucun cas on ne pouvait adjoindre un nouveau nom patronymique à un nom patronymique double. Je prends l'exemple d'une femme célibataire qui a un nom patronymique double. Exemple, Kwame Kofi Adjoa. Et mademoiselle Kwame Kofi Adjoa va se marier à, par exemple, monsieur Dumorieux. Comment elle va s'appeler? Je voudrais savoir s'il vous plaît. Merci. Le contrat de mariage. Le contrat de mariage qu'on fait devant le notaire est différent du mariage. Comme vous l'avez dit, le mariage c'est un contrat. Mais c'est un contrat de deux personnes qui veulent se mettre ensemble, vivre ensemble. Alors que le contrat de mariage qu'on fait devant le notaire, c'est un contrat pour régler nos biens. C'est un contrat pour dire que voici nos biens. On décide tous les deux, par exemple, lui il va gérer ça, lui il va gérer ci, c'est-à-dire c'est un contrat pour régler la gestion de vos biens. Donc c'est ce contrat de mariage-là. Là, comme ça, quand vous divorcez, par exemple, c'est votre contrat que vous avez fait là, c'est lui comme moi pour régler les effets de votre divorce. C'est pour les biens seulement, ça n'a rien à voir avec le mariage. Une question, c'est la succession dans les familles recomposées. Bon, c'est la même chose. Hein. Dans les familles recomposées, madame vient avec ses enfants, monsieur vient avec ses enfants. Les enfants de madame, s'ils n'ont pas été reconnus par monsieur, ils viennent seulement qu'à la succession de leur maman. C'est pareil pour le monsieur également. Maintenant, si d'aventure, le monsieur a adopté les enfants de la dame, ils ont les mêmes droits que leurs enfants légitimes. Donc, ils viennent aussi bien à la succession de leur père, qui est désormais leur père, par l'adoption plénière. Parce qu'il y a deux adoptions, l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption plénière fait de toi un enfant total, un enfant, tu deviens l'enfant comme un enfant légitime de la personne qui t'a adopté. Donc si tu as été adopté par l'adoption plénière, tu viens à la succession comme les autres enfants. Donc chacun vient, mais si chacun garde ses enfants, les enfants ne peuvent succéder qu'à leur père ou à leur mère, sauf si ils ont été adoptés par l'autre époux. Par exemple, si les époux ont eu des enfants dans le mariage, ces enfants-là qui sont des enfants légitimes, c'est eux qui succèdent des deux côtés, aussi bien chez leur père que chez leur mère. Mais les enfants qui sont venus, chacun reste avec son parent, chacun reste avec son parent. Et puis, les enfants qui sont revenus avec leur mère, ils ont un père. Donc, ils ont une succession aussi du côté de leur père là-bas. Une fois qu'elle est mariée, comme l'a dit la nouvelle loi, elle s'appelle, vous avez dit, elle s'appelle Kona Kofi Evelyne. Et puis, elle a épousé M. Dumorieux. Donc, quand même, Mme Kona Kofi Evelyne, épouse Dumorieux. Et on l'appellera Mme Dumorieux. Mais ça sera épouse, c'est l'épouse de.
Avant, on disait Madame Dumorieux, née, c'était pas correct. Est-ce que vous avez eu satisfaction par rapport à vos préoccupations? Merci. On va ouvrir une troisième liste. Le mariage ont débuté depuis 1964. Donc, il y a des personnes qui sont mariées sous le régime des lois anciennes, c'est-à-dire avant 2019. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle loi, de ces nouveaux cas de figure sur ces familles-là? Voilà, comment il faut aborder les questions de succession aujourd'hui, s'il intervient des enfants adultérins, de quelque nature que ce soit, etc., etc. Comment on peut aborder ces questions-là aujourd'hui? Merci. Sur le mariage, les personnes qui sont nées sous les et qui se sont mariées sous les anciennes lois, dès qu'une nouvelle loi sort, elle est d'application immédiate. Donc elle s'applique aussitôt à la situation qui va avoir lieu sous son application. Donc si tu es marié sous la loi de 1964, que tu décèdes en 2024, on appliquera la nouvelle loi de 2019. Elle s'applique aux situations qui naissent sous son... Normalement, ça ne gêne pas. C'est une loi d'application immédiate. Donc, Madame le Président, alors j'ai entendu dans votre intervention concernant les prêts qui seront faits par l'un des conjoints à la banque. Bon, ce n'était pas le cas, j'ai entendu ça, donc j'aimerais avoir un peu plus d'éclaircies là-dessus. Et en ce qui concerne les prêts, en fait, on parlait de la gestion des biens, de la communauté de biens ou de la séparation de biens. On a dit que pour la communauté de biens, chacun gérait les biens qu'il a acquis à l'occasion de l'exercice de sa profession. Donc tu gères ces biens-là. Mais c'est des biens communs. Chacun gère ses biens communs et les biens que tu as acquis par des gains professionnels. Mais il se trouve que lorsqu'il s'agit de prendre un prêt, tu ne peux pas toi seul le faire sans l'autre. C'est pour ça qu'on a dit que pour les prêts, il faut le consentement de l'autre époux. Parce que tu vas engager la communauté. C'est vrai que tu gères tes biens que tu as eu en travaillant, j'ai eu mon salaire, je suis allé acheter tel bien, tu gères. Mais lorsque tu vas vouloir prendre un prêt, par exemple, pour acheter une maison, tu vas engager notre communauté. Alors, il faut que moi, je donne mon consentement. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a parlé du prêt. C'est pour ça. Sinon, chacun gère ses biens. Mais il y a des biens communs. Les biens communs, c'est des biens que vous avez acquis avec des sommes communes. Par exemple, vous avez une société. Vous avez, par exemple, vous avez une maison commune et vous avez mis en location. Les loyers de cette maison sont des biens communs. Et ça tombe dans la communauté. Chacun peut le gérer. Je peux prendre aujourd'hui, faire une course, je t'informe. Mais lorsque je veux aller prendre un prêt pour, par exemple, acheter une maison, je dois avoir ton consentement. Parce que je vais engager la communauté. Et donc, je ne peux pas le faire seul. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de prêt. Par exemple, si tu veux prêt ou bien si tu veux avaliser quelqu'un, si tu veux être caution, tu ne peux pas aller le faire seul. Il faut le consentement de l'autre. Si l'autre ne donne pas son consentement, tu ne peux pas le faire. Qu'en est-il des testaments? Maintenant, ce qui concerne les testaments, la loi sur les successions, la modification qui est intervenue n'annule pas les testaments. Hein. Les testaments ont cours toujours. Cette loi-là s'applique quand il n'y a pas de testament. Sinon, si la personne a fait un testament, il a réglé sa succession, à son décès, on lit son testament, il est déjà réglé. Mais c'est quand il n'y a pas de testament, comme nous on a l'habitude de ne pas le faire, et que c'est là qu'intervient cette loi. Mais s'il y a un testament, on lit le testament, c'est tout. Je pense qu'on aurait pu parler par exemple des donations.
Parce que dans une personne peut faire don de ses biens, soit à un de ses enfants. Il peut dire, je te donne telle maison. Mais la loi aussi surveille ce côté. Parce qu'on ne veut pas que certains enfants soient favorisés par rapport ou défavorisés par rapport à d'autres. Donc, quand tu donnes un bien, il y a une quantité disponible dans tes biens que tu peux donner. Tu ne peux pas donner tous tes biens. Si tu as dépassé, l'enfant qui est défavorisé peut saisir le tribunal et on va annuler la donation. Donc, attention, il y a une quantité disponible qu'on ne peut pas dépasser quand on fait des dons, pour ne pas défavoriser les autres enfants. Je m'appelle Madame Yao. Je remercie la table des séances. Bon, j'avais deux préoccupations, mais il y a une qui a été déjà répondue, c'est par rapport à la succession avant la loi, la nouvelle loi, la constitution. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est liée à la pension de l'époux survivant. Comment cela se prend? Et si je ne sais pas si c'est la totalité ou bien on divise. Voilà, c'est ma question. À propos de la pension de l'époux survivant, c'est la même chose, hein, parce qu'on divise. Déjà là-bas, au truc de pension, là, ils font les calculs. Hein. Il y a pour les enfants, il y a pour le conjoint survivant. Donc, ils ne prennent pas tout. Vous ne prenez pas toute la pension. Il y a les enfants mineurs, ils ont leur part. Que vous allez gérer vous-même, puisqu'ils sont mineurs. Donc c'est à vous qu'on va remettre. Les majeurs, pour les majeurs, là, on leur donne une seule fois. C'est pas faire comme pour les enfants mineurs. Là. Pour les enfants mineurs, c'est fait sur le même régime que les mamans. Mais les majeurs, là, c'est une seule fois. On leur donne pour eux, tu sais. Les enfants mineurs, encore parce qu'on sait que soit ils vont à l'école encore, ils sont encore petits. Donc il faut protéger. C'est l'intérêt de l'enfant qui compte quand on fait les lois. Toujours les enfants mineurs. Parce qu'ils sont faibles. Donc il faut les protéger. Denis Jean-Baptiste, je voulais une précision sur les donations. Par exemple, le loyer, un bien qu'un mari veut remettre à sa femme. Comme on a dit pour les enfants, c'est possible d'avoir un débordement. Mais pour la femme, est-ce que c'est la même chose aussi? Quelqu'un qui remet soit une maison à sa femme avant son décès, tout ça. Merci. Oui, pour la donation, c'est la même chose que pour les enfants. Hein. C'est-à-dire un mari peut faire don à sa femme, mais il doit toujours tenir compte de la quantité disponible. Si c'est ta maison qui est ton seul bien, tu ne vas pas donner tout ça à ta femme, c'est pas possible. Et les enfants, ils auront quoi? Donc là, on va faire attention. Si tu donnes ça, c'est pas possible. Mais si tu as 10 villas, tu peux faire don de la maison à ton épouse. Il n'y a pas de problème. Il y a les dons existent entre époux. Un époux peut faire une donation à son épouse, comme l'épouse aussi peut faire une donation à son époux. Il n'y a vraiment pas de problème. Parler de la protection de la femme en ce qui concerne le mariage, la nouvelle loi sur le mariage parle plus de la protection de la femme. Mais aujourd'hui, nous constatons que bon nombre de pères, de personnes mariées, ont soit un ou deux enfants dehors. Et aujourd'hui, par cette notification d'un huissier, le mari reconnaît l'enfant. Mais qu'en est-il de la femme qui a eu cet enfant dehors? Quelle disposition la loi crée pour cette femme? C'est ma question. Merci. Que je veux savoir. Si l'autre s'oppose, on ne peut pas reconnaître son enfant. Mais la loi permet au monsieur de reconnaître cet enfant. De reconnaître l'enfant. En informant son épouse, sa conjointe, que j'ai fait un enfant dehors, je vais le reconnaître. Mais la maman qui est au dehors, qui allait faire un enfant avec un homme marié, non seulement elle-même, elle aussi, elle n'est pas un exemple. Oui. Un exemple, mais dans notre communauté, ici en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, ça se fait. Les gens, il y a beaucoup de personnes. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de tolérance. Mais sinon, si on veut appliquer les lois à l'Afrique.
Roger Kao. Je vous remercie pour cette conférence. J'ai une question à dévoiler. La première, vous avez parlé du testament. Quand il y a lieu d'un testament, on ne tient plus compte du droit de succession. Je demanderais si le monsieur fait un testament et que dans le testament, il peut donner droit à ses enfants et ne pas donner ça à certaines personnes. Il peut léser d'autres. Est-ce que la loi, qu'est-ce que la loi prévoit quand elle est au regard du testament que le monsieur aura fait? La dame, elle peut ne pas apprécier le testament fait par le monsieur. Quelle serait la réaction du droit du législateur? Et la deuxième question, c'est un cas pratique que j'ai été témoin. J'ai une amie qui est mariée sous le régime de séparation des biens. Et elle reçoit un cadeau de sa mère qui lui donne un terrain. Et la dame, n'ayant pas les moyens, son mari construit sur le terrain. Et puis, des années plus tard, le monsieur part à l'extérieur et de l'extérieur, il demande à faire un divorce. Et maintenant, les frères qui sont ici, par rapport au bien, comment est-ce que la succession va se faire? Faire des deux époux des chefs de famille. Est-ce que le législateur, dans la pratique, ne crée-t-il pas un désordre dans la société? Kofi Denimika, j'ai une question. J'aimerais savoir, il y a un couple, il y a un homme qui a deux femmes. Maintenant, il a marié l'une d'entre elles. Il a plusieurs biens à son nom. Il a eu des enfants avec les deux femmes. Maintenant, la femme mariée, le monsieur a décédé, la femme mariée, elle a pris tous les biens du monsieur. Maintenant, la femme qui n'est pas mariée, là, elle a la maison qui n'est pas à elle son nom et au nom de la femme mariée. Est-ce que la femme mariée a le droit de prendre la maison qui est avec la femme qui n'est pas mariée? Ici. La première question, c'est concernant le testament. Le testament où le testateur a donné plus de biens et a lésé d'autres, ou bien a lésé son épouse. L'épouse lésée ou les autres enfants lésés ont la possibilité de saisir le tribunal pour demander la nullité du testament. Parce qu'ils ne peuvent pas être lésés par un testament. Mais les notaires font attention quand même. Quand ils voient ça, ils attirent votre attention pour vous dire que ce testament risque de poser problème. Donc on essaye dans un testament d'équilibrer quand même. Mais si ça arrive, il y a possibilité de demander l'annulation. Et quand on va annuler le testament, on revient à la loi sur les successions. C'est avec ça qu'on va régler la succession. Et deuxièmement, c'est la dame dont la maman lui a donné un terrain. Et n'ayant pas les moyens, son époux a construit dessus. Donc c'est devenu un bien commun. Et donc, tant qu'un des époux n'est pas marié, on ne peut pas parler et n'est pas décédé, on ne peut pas parler de succession. Il faut qu'un des époux décède. On va liquider la communauté. Et une fois que la communauté sera liquidée, la part qui revient à l'époux décédé, c'est ça qu'on va partager. Sinon, ça devient un bien commun. Et quand l'époux a voyagé, il a demandé le divorce. Puisque c'est un bien commun, on va le liquider comme un bien commun. Soit on vend et puis on partage, soit il y a un qui dit que j'ai assez de moyens, donc je paye la part de l'autre. Il va donner la part de l'autre. C'est pour liquider la communauté. Ce n'est pas une succession. Hein? C'est pas une succession. La succession intervient que lorsqu'il y a décès. Tant qu'il n'y a pas de décès, il n'y a pas de succession. Il n'y a pas de succession ouverte. La succession s'ouvre au décès des époux.
Donc ça, c'est pour liquider la communauté. Parce qu'après le divorce, on liquide la communauté. Et c'est dans la liquidation de la communauté qu'on va liquider ce bien commun-là. Et généralement, on confie ça aux notaires. Et c'est les notaires qui font les liquidations des communautés. Et ils s'entendent avec les époux, ils s'entendent, ils trouvent une solution. Ils vont trouver une solution. Ils s'entendent. Sauf s'il n'y a pas de solution, on va faire une liquidation judiciaire. Ah, Honorine, et son mariage. Oui, les deux parents sont chefs. Ça ne crée pas de désordre. Parce que quand on est dans nos foyers quand même, on laisse l'homme être le chef. La femme devient chef quand l'homme n'est pas là. Quand l'homme est absent, ou bien quand l'homme elle devient chef. Sinon, les deux sont chefs, c'est vrai, mais on sait qui est chef dans chef. Donc, généralement, on ne se bat pas pour la chefferie, nous les femmes. On laisse l'homme être chef. Mais quand l'homme n'est pas là, en fait, le législateur a expliqué qu'ils ont décidé de faire les deux parents chefs parce qu'il y a eu une situation qui s'est répétée plusieurs fois. Il y a le mari qui était en voyage pendant longtemps et ce cas-là s'est présenté. Un des enfants, je crois, avait eu une bourse et il fallait la signature du chef de famille. Et la maman n'étant pas chef ne pouvait pas signer. Et le papa ayant mis trop de temps à son retour, l'enfant a perdu la bourse. Et il y a eu plusieurs cas comme ça où le chef de famille n'étant pas là, ça a été préjudiciable aux enfants. Alors le législateur a décidé de faire les deux parents chefs. Si l'un n'est pas là, l'autre est chef, l'autre peut valablement remplacer l'autre. Mais quand on est dans nos foyers, on sait qui est le chef. On ne se bat pas pour la chefferie. Nous les femmes, en tout cas, on laisse les hommes le faire. Et puis ça, c'est pour l'harmonie du foyer, quoi. On laisse faire. On sait que la femme est soumise à son mari. Donc, du coup, on laisse un peu le mari faire un peu sa chefferie. On le laisse faire, mais on se respecte, quoi. Tout se passe bien, normalement. Donc, il n'y a pas de désordre. Apparemment, il n'y a pas de désordre. Mademoiselle Conan, un monsieur avait deux épouses et deux conjointes. Il en épouse une, il devient la femme légitime et les deux femmes ont des enfants. Et à son décès, la femme mariée a pris tous les biens. Et la femme qui n'est pas mariée est dans une maison qui porte le nom de la femme mariée, c'est ça? Ah, qui porte le nom du monsieur. En principe, ce bien-là fait partie de la succession. Elle-même, elle ne peut pas prendre tous les biens. Elle ne peut pas prendre tous les biens. Ça fait partie de la succession du monsieur. Donc, ce bien-là doit tomber dans la succession qu'on va partager. Et si on partage que l'autre, malheureusement, n'est pas mariée, elle ne participe pas à la succession. Elle ne fait pas partie. Mais par ses enfants, si l'aventure, on attribue ce bien à ses enfants, elle peut rester dans la maison. Mais sinon, elle ne fait pas partie de la succession, malheureusement. C'est dommage, mais c'est la loi. Mais la maison qu'elle habite, peut-être que l'autre a toléré qu'elle reste dedans. Mais si l'autre demande, si on veut partager ce bien-là, on va le mettre dans la succession. Il sera partagé comme tous les biens du monsieur. Donc c'est pas sûr qu'elle reste dans cette maison, mais non, ça dépend. Généralement on s'entend toujours, sauf quand il y a vraiment conflit, où tout le monde est braqué, peut-être c'est ça. Sinon on réussit à s'entendre pour le partage des biens, mais il y a des successions difficiles. Mais sinon ce bien-là fait partie de la succession. On a l'impression qu'ils sont mariés et ils vivent ensemble longtemps. Ils ont des enfants, il y a des choses qu'ils réalisent ensemble, etc. etc. Qu'est-ce qu'il en est du concubinage notoire? Surtout parce que, bon, on peut vivre 2 mois avec quelqu'un et puis ensuite partir, mais ceux qui ont pratiquement passé leur vie ensemble, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent certaines conséquences. C'est vrai que, bon,
on ne sait pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect par rapport aux lois qui existent? Au niveau du tribunal, on a une jurisprudence quelque peu pour aider un peu les femmes, et puis on a pensé que dans l'intérêt de la famille, par exemple, on estime que les époux qui ont vécu, et pas les époux, les conjoints qui ont vécu en concubinage notoire, on considérait qu'ils étaient en société. On dit qu'il y a eu une société de fait entre eux. Et du fait de cette société de fait, ils ont acquis des biens. Et donc, on liquide cette société comme on liquiderait une société. Comme ça, la femme a des biens. Quand on est saisi, mais si on n'est pas saisi, en principe, la femme, elle retourne en famille avec ses effets personnels. La loi ne prend pas en compte le concubinage. Le concubinage n'est pas pris en compte par la loi. Madame la Présidente, mon nom c'est M. Yapo. Je prends un exemple sur une dame qui a eu des enfants différents, avec des hommes différents. Voilà. Et le dernier, son père le prend tout petit, pour bâtir. Il n'a même pas connu sa maman. Sa maman décède. Maintenant, les autres partagent le bien de leur maman. Mais pas testament, il n'y a pas de testament dedans. Maintenant, des années plus tard, lui aussi, l'autre enfant là, décède. Mais des années plus tard, ses enfants se présentent. Et ils viennent et disent, bon, ils veulent le bien de leur papa. Est-ce que c'est possible? De pères différents. Et après son décès, il y a un qui est parti avant son décès. Et elle n'a plus de nouvelles. Et après son décès, les autres ont partagé ses biens. Et celui-là, lui aussi, plus tard, il est décédé. Et ses enfants viennent réclamer sa part. Normalement, c'est un enfant de la dame. Il avait droit à sa succession. Ses frères n'auraient pas dû l'oublier. Il aurait dû le rechercher au moment où il faisait l'acte d'hérédité. Parce que pour faire l'acte d'hérédité, c'est tous les enfants de la personne qu'on met sur l'acte d'hérédité. Même s'il n'est pas là, on le recherche. Ou bien on fait, c'est-à-dire on porte à la connaissance du juge qu'on a un frère dont le papa a pris, il est parti avec, et on n'a pas de nouvelles. Donc le juge mentionne ça dans l'acte d'hérédité. Au cas où cette personne-là revient, on en tient compte. Maintenant, lui, comme il est décédé, normalement, ce sont ses enfants qui doivent venir à sa succession. Et sa part revient à ses enfants. Donc c'est à bon droit que les enfants sont venus réclamer leur part. C'est à bon droit. Parce que c'est un enfant de leur mère. Il ne peut pas l'écarter de la succession parce qu'il est parti à son père. C'est sa mère. Il a droit à la succession de sa mère. Et s'il n'est pas là, ses enfants y ont droit. Donc ils doivent lui donner sa part. Et à travers ses enfants. Nous allons remercier Madame Koulibaly Olga, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Cour de cassation, conseiller du président de la Cour de cassation. Comité, je vous demande d'applaudir et d'acclamer. Parce que quand on rentre dans un tribunal, que Madame la Présidente est là, on se lève.